Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Oui. L'actualité internationale nous emmène où? On repart en Arabie Saoudite où on va dire la première phase des négociations entre la Russie et l'Ukraine sous la médiation des États-Unis se sont achevées. Il faut savoir que depuis dimanche, entre dimanche et hier, il y avait eu des négociations pas directes entre les délégations ukrainiennes et russes, mais plutôt des délégations concomitantes. D'un côté, on avait les États-Unis qui ont négocié avec les Ukrainiens dimanche, puis les mêmes États-Unis ont négocié avec les Russes lundi, et ensuite hier, ils ont essayé de s'appuyer sur les points de convergence qu'ils avaient eus par rapport aux deux entretiens précédents avec les Ukrainiens et les Russes. Et donc, c'est ce qui a permis de dégager que, déjà, ce qui est sûr, c'est que même si on n'a pas encore des dates, même si on n'a pas encore des détails, il y a beaucoup de détails qui manquent, notamment le fait que Russes et Ukrainiens se sont accordés sur le fait d'un cessez-le-feu sur la mer Noire. Alors, il faut savoir que la mer Noire était un lieu d'intense combat, puisque la mer Noire est la principale voie d'accès maritime pour les Russes et pour les Ukrainiens. Pour les Russes, c'est la raison pour laquelle elle tenait absolument à contrôler cette voie-là, parce que c'est la seule voie qui leur permet d'accéder à ce qu'on appelle les mers chaudes. La plupart des autres mers auxquelles a accès la Russie sont des mers froides. Ce sont des mers qui, 6 mois sur 12 dans l'année, sont gelées, donc sont impropres à la navigation maritime. Et il faut savoir qu'en raison des sanctions occidentales et en raison de la guerre en Ukraine, la Russie était dans la quasi-impossibilité de pouvoir écouler ses productions céréalières vers ses partenaires asiatiques et africains principalement. Pourquoi? Parce que, on a les drones sous-marins et les drones aériens ukrainiens qui s'attaquaient systématiquement aux navires russes qui quittaient les ports de Crimée, et notamment les ports qui sont dans les villes de la mer d'Azov, qui partent de la mer d'Azov pour arriver dans la mer Noire. Et puis la deuxième chose, c'était que les armateurs, qu'ils soient russes ou non, avaient d'énormes difficultés pour pouvoir à la fois écouler leurs marchandises. Pourquoi? Parce que à cause des sanctions financières, il y avait les modalités de paiement ou d'achat de ces produits céréaliers a été difficile, puisque le système de paiement était une technologie américaine. La deuxième chose, c'était que les assureurs, il faut savoir que les bateaux, pour pouvoir écouler les marchandises, ils ont besoin d'être assurés, et la plupart de ces assureurs, la plupart des compagnies d'assurance sont des compagnies occidentales, et donc celles-ci étaient sous le coup, étaient obligées d'appliquer les sanctions occidentales. Donc du coup, aucun armateur n'avait plus de garantie de pouvoir transporter ces cargaisons-là sans la moindre assurance, parce que en cas d'avarie, c'est l'armateur qui endosserait l'entière responsabilité de la valeur de la cargaison et la perte du navire. Et donc, pour ces deux raisons essentiellement. Et puis la troisième chose, c'est que la plupart des ports, y compris des ports qui servaient de lieu d'escale pour pouvoir partir du lieu d'achat de la production céréalière vers le lieu de vente, donc la plupart des ports intermédiaires qui sont des ports occidentaux par lesquels les navires russes transitaient pour pouvoir faire du ravitaillement ou des choses comme ça, leur étant fermés, cela rendait encore la manœuvre d'autant plus difficile. Donc pour toutes ces raisons-là, à la fois militaires, financières et disons administratives, les Russes avaient vu, je peux dire, la quasi-totalité, ils n'écoulaient même plus quasiment leur stock de produits céréaliers vers comme je le disais, les pays d'Asie et des pays d'Afrique, qui étaient restés les seuls à continuer à acheter des céréales russes, étant donné que les Occidentaux avaient décidé de tourner le dos à leur production céréalière. Et donc, on sait déjà que pour ça, les choses pourraient avancer dans le sens où le souhaitent les Russes, dans la mesure où, pour ce qui concerne les sanctions américaines, l'administration Trump a déjà fait savoir qu'elle serait prête à donner un certain nombre de garanties aux Russes, notamment en ce qui concerne la levée des sanctions financières, donc la possibilité pour les Russes d'utiliser le système de paiement américain pour pouvoir acheter ou pouvoir vendre leur production céréalière. La deuxième chose, c'est donner évidemment des garanties aux compagnies d'assurance américaines de pouvoir assurer les navires russes afin que ces derniers
puissent continuer à assurer les navires russes qui assurent le transport de ces produits céréaliers. Et puis la troisième chose, s'assurer que les Ukrainiens n'attaquent plus les navires céréaliers russes. Il faut aussi savoir que c'est dans les deux sens. Les navires russes aussi attaquaient des navires céréaliers ukrainiens. Donc, s'assurer que les Ukrainiens n'attaquent plus les navires russes et vice-versa. Donc, ce qui pourrait permettre véritablement à la Russie de pouvoir recommencer à écouler leur production agricole à travers le monde. Sauf que, évidemment, d'un autre côté, ces demandes de sanctions-là pour Volodymyr Zelensky ne passent pas toutes. Pour lui, il estime que les sanctions financières sont le seul atout ou l'atout le plus important dont dispose l'Ukraine et ses alliés pour essayer de faire fléchir Vladimir Poutine dans sa volonté de continuer à poursuivre cette guerre-là. Et donc, pour Volodymyr Zelensky, il ne serait pas opportun de lever ces sanctions. Mais étant donné qu'il n'est pas le maître du jeu, c'est pas lui qui détient les cartes, il est obligé de se référer à ses soutiens, notamment les soutiens européens. Et puis aussi, il faut tenir compte de la position des Américains qui restent. Bien entendu, on peut dire qu'ils continuent de soutenir l'Ukraine, mais cette alliance-là a véritablement pris de l'eau depuis depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Donc, Volodymyr Zelensky a demandé, en quelque sorte, d'aller consulter par rapport aux premières propositions qui ont été faites par les Russes, notamment celles concernant la libre circulation des navires agricoles sur la mer Noire. Et puis, il faut savoir que le deuxième point d'accord sur lequel les Ukrainiens et les Russes étaient tombés avaient trouvé un point d'accord concernant notamment le cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques. Dans un premier temps, on ne savait pas de quelles infrastructures il s'agissait. On le sait maintenant, il s'agit des raffineries, des gazoducs, et également des centrales électriques et des centrales thermiques. Donc ce sont ces infrastructures-là qui font l'objet pour l'instant d'un cessez-le-feu potentiel. Je dis bien potentiel dans la mesure où aucune date n'a été fixée et jusqu'à présent, ces infrastructures-là continuent d'être bombardées aussi bien par les Russes que par les Ukrainiens. Donc on voit bien que également, en ce qui concerne l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu ou d'une trêve dans la mer Noire, il n'y a eu aucune date qui a été fixée. Maintenant, il y a des points dans lesquels il n'y a toujours pas d'accord entre les deux parties. Les Ukrainiens veulent un cessez-le-feu global, à la fois sur la mer, sur le sol surtout, parce qu'il y a un front de près de 2000 km, et dans les airs, parce qu'évidemment, les missiles, les drones et l'aviation russe continuent de bombarder les Ukrainiens, même si les Ukrainiens, eux aussi, même s'ils ne disposent pas de la même capacité militaire que les Russes, disposent quand même de petits moyens qui arrivent à infliger quand même quelques dégâts aux Russes, notamment depuis l'acquisition également des F-16 et des Mirage 2000-5 par l'Ukraine. Et donc, on voit bien que les Russes n'en veulent pas. Les Russes ne veulent pas d'un cessez-le-feu global, à la fois sur le terrestre, l'aérien et le maritime. Pourquoi ? Parce que sur le terrestre, ils continuent à gagner des terrains. Ils sont déjà auréolés éclatante victoire, il faut déjà même le dire, même s'il y a encore de toutes petites poches, notamment cette éclatante victoire de l'armée russe dans la région de Koursk. On sait déjà que la plupart, ou la grande majorité du contingent ukrainien qui était basé à Koursk a dû se replier au risque d'être pris en étau par l'artillerie et l'armée russe. Mais on sait qu'il y a encore quelques points de résistance et pour les Russes, ce n'est qu'une question de temps. Ils vont regagner la totalité, ils vont regagner le contrôle de la totalité de la région de Koursk. Et puis, il reste encore deux régions qui, à leurs yeux, sont encore en grande partie aux mains des Ukrainiens. Il y a la région de Kherson, dont à peu près, on peut dire, 15 à 20% de la région est encore aux mains des forces armées ukrainiennes. Et il y a aussi la région de Zaporizhzhia, où une grande partie, environ les 2 tiers de la région, sont aux mains des forces armées ukrainiennes, même si la centrale de Zaporizhzhia, qui est la deuxième plus grosse centrale ukrainienne après celle de Tchernobyl, reste toujours sous le contrôle des forces armées russes. Donc on en est là. Les Russes veulent d'abord terminer la conquête de ces oblasts-là, qui
pour lesquels ils avaient organisé, on se rappelle, en décembre 2021, des référendums dans lesquels ces territoires-là avaient décidé de basculer vers la Russie. En début 2022, en janvier 2022, Vladimir Poutine avait signé un décret faisant de ces territoires-là des territoires russes, mais quelques semaines avant de déclencher évidemment son invasion contre l'Ukraine. Donc on voit que sur cette question-là, les Russes ne veulent absolument pas d'un cessez-le-feu, à la fois dans les airs et sur terre, parce qu'ils sont pour le moment, ce sont eux qui ont le là, c'est ceux qui dictent le là sur le terrain opérationnel en Ukraine. Et puis, la deuxième chose, c'est que les Russes veulent que dans ces pourparlers, on ne se limite pas qu'aux Américains. Ils veulent qu'on élargisse, si tu veux, la table des discussions, notamment aux Nations Unies. Ils veulent que le secrétariat général, donc l'instance qui représente la communauté internationale, puisse également s'impliquer pour jouer la médiation aux côtés des États-Unis dans ces pourparlers-là. Pour l'instant, l'Ukraine n'a pas encore donné son accord et pour cela, il faudrait qu'elle en réfère à ses partenaires, à savoir les partenaires européens. Volodymyr Zelensky sera reçu aujourd'hui à Paris par son homologue Emmanuel Macron avant une réunion qui aura toujours lieu demain à Paris avec l'ensemble des pays alliés de l'Ukraine, sauf les États-Unis, pour essayer de statuer sur les garanties de sécurité à apporter à ce pays-là dans le cadre de ce processus de paix qui est en cours. Mais même si, jusqu'à présent, les deux parties ont fait montre d'une volonté affichée de discuter et d'essayer de poser chacun des petits pas en direction de la paix, mais on en est encore très loin. Maintenant, on va voir ce que, évidemment, les Européens vont décider avec les Ukrainiens, parce que je le dis, Volodymyr Zelensky est obligé de se référer aux Européens parce que ce sont les seuls qui continuent de manière inconditionnelle à le soutenir dans sa volonté de poursuivre la guerre vis-à-vis de la Russie, même si certains chefs d'État ont salué le fait que la Russie et l'Ukraine se soient assis dans des tables pour la première fois depuis 2022 à des tables de négociation, sur une table de négociation, mais la volonté des Européens reste la même, celle de vouloir fournir toute l'aide militaire dont l'Ukraine pourrait avoir besoin afin de pouvoir reconquérir ces territoires, même si on sait que militairement c'est quasiment mission impossible, et en dépit du fait, et en plus avec l'arrivée d'un Donald Trump à la Maison Blanche qui fait de la paix une véritable mantra dans cette affaire, le risque pour les Ukrainiens de pouvoir être en capacité à continuer les combats ne va cesser de s'amenuiser au fur et à mesure que le temps passe. Et donc les Ukrainiens sont conscients de cette situation. Ils veulent la paix, mais ils veulent aussi une paix qui soit garantie non pas seulement par les Européens, parce qu'ils trouveraient ces garanties-là insuffisantes. Ils veulent élargir les garanties avec celles des Américains, mais les Américains, pour le moment, n'en veulent pas. Tout au plus, ils pourront apporter des formes de garanties, mais pas des garanties militaires. C'est-à-dire qu'on n'aura pas l'OTAN derrière, on n'aura pas les forces armées américaines. Et donc, si les Européens veulent envoyer leurs troupes pour assurer les garanties de sécurité à l'Ukraine, les Américains ne sont pas contre, sauf que les Russes, eux, sont totalement opposés à la présence de toute troupe otanienne sur le territoire ukrainien. Et donc, on voit que pour l'instant, de manière globale, on est encore très loin de la paix, même si ce week-end, on a quand même assisté pour la première fois à de vrais petits pas, une vraie volonté affichée par les deux parties d'essayer de commencer à trouver un moyen de parvenir à une hypothétique paix durable. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.